Bonjour à tous, je vais vous parler des champignons dans le sol, de la diversité, des rôles et des applications qu'ils peuvent avoir. Alors comme ça vous a été présenté juste avant, en fait le sol c'est pas quelque chose d'inerte, le sol abrite une très grande diversité d'organismes qui vous est illustré ici. Avec là vous avez par exemple des bactéries, encore des champignons, d'ailleurs pris dans une forêt ici en Nouvelle-Calédonie sous des chênes-gommes, des organismes, des animaux de très petite taille, unicellulaires, ici c'est les protozoaires, des nématodes, des vers, et beaucoup d'arthropodes. Là, vous avez l'exemple d'acariens, en fait. Donc moi, je vais me focaliser sur ce que je connais le mieux, à savoir les champignons, et les champignons dans le sol. Alors, avant tout, qu'est-ce qu'un champignon? Alors, en dehors des mycoses, hein, bien sûr, parce que c'est souvent, quand on parle de champignons, les gens ils pensent à un pied et un chapeau. Alors, des champignons, en fait, c'est un ensemble de caractères qui les définissent. Ce sont des micro-organismes, donc des organismes de petite taille, qui sont eucaryotes, c'est-à-dire qu'ils ont un noyau, et l'ADN est protégé dans ce noyau, et hétérotrophes. Alors tout simplement, ils ne font pas de photosynthèse, ils n'ont pas de chlorophylle. Alors ils ont une paroi cellulaire qui est un peu particulière, il y a de la chitine, c'est une substance qui est proche de celle qu'on trouve chez les insectes, et ça peut être des organismes unicellulaires, donc une seule cellule, ou filamenteux. Alors les unicellulaires, vous avez un exemple ici, avec les levures. Alors vous connaissez très bien comme Saccharomyces cerevisiae, qui est utilisé pour c'est la levure du boulanger ou pour la bière. Alors, vous avez également les filamenteux, donc là vous avez des exemples avec des filaments, et là, ça vous considère, c'est des cordons mycéliens, c'est des filaments qui s'agglomèrent. Alors, ces champignons ont différents modes de vie, on va dire. On va avoir des champignons qui sont des décomposeurs, d'autres qui sont des pathogènes, et d'autres qui sont des symbiotiques mutualistes. Je vais revenir après dessus, je parlerai en particulier des symbiotiques mutualistes. Alors, finalement, quand on a un pied à chapeau, qu'est-ce que c'est en fait? Mais ça, en réalité, c'est l'organe de reproduction. Vous avez donc les filaments dans le sol, l'ensemble de ces filaments forme ce qu'on appelle le mycélium, et du mycélium va émerger le carpophore, l'organe de reproduction. Donc là-bas, vous avez une amanite qui est en fait prise sous Gaillac, juste à côté au Wentworth. Donc, il faut s'imaginer que quand j'ai un champignon, vous prenez un manguier, vous le plantez dans le sol, vous avez les mangues à la surface, c'est le carpophore, ce que les gens appellent communément champignon, mais le reste de l'individu est dans le sol. Alors, maintenant, en termes d'abondance et de diversité, il faut savoir que quand on a 1 gramme de sol, qui vous est représenté ici par un petit tube, hop, dans 1 gramme de sol, on peut retrouver environ 200 mètres de filaments mycéliens. Et en termes de biomasse, alors j'ai pris une valeur en fait moyenne de 3500 kg par hectare. En fait, les champignons représentent 60% de la biomasse que vous avez trouvée dans le sol, sur les 30 premiers centimètres, en dehors des racines. Et si on rapporte ça au nombre de cerfs, en fait sur 1 hectare, donc sur une parcelle de 100 mètres par 100 mètres, on a 40 cerfs. Ça, c'est ce que vous avez dans le sol niveau champignon. Et là, c'est des gros cerfs, des cerfs à 80 kg. Donc, non éviscérés. Alors maintenant, comment se répartit cette diversité? Alors, il y a une étude récente qui est relativement intéressante, qui est la première de son genre, bon, qui est vraiment très bien, où ils ont donc échantillonné sur 365 sites, donc un peu partout dans le monde. C'est la première étude, je viens de dire, de ce genre. Et à partir des 365 sites, ils ont utilisé des nouvelles méthodes, une nouvelle technologie qui correspond au séquençage en masse. C'est une nouvelle technique que nous on utilise au laboratoire, qui permet de générer une grande quantité de données, une grande quantité de séquences, et de voir en fait ce qu'on a dans le sol. Donc là, ils se focalisent sur quelque chose qui va reconnaître spécifiquement les champignons. Et ce qu'ils observent, par exemple, donc à l'échelle du monde, ils obtiennent 44 600 OTU. Alors une OTU, on ne va pas s'affoler, c'est simplement, on va dire, des espèces définies d'un point de vue moléculaire. Donc environ 44 500 espèces. Mais ça, c'est une donnée relativement basse, hein, parce qu'il y a des corrections derrière. En fait, sur ces 44 000 espèces, il y a environ 10% des espèces qui sont décrites, qui correspondent en fait à ce qu'on va retrouver dans des herbiers ou dans des collections de cultures qui sont bien décrites, bien définies. Donc ça veut dire que 90% du reste est complètement inconnu. Alors en fait, on a réellement une diversité qui est insoupçonnée. Là, ce qui est intéressant également sur ce travaux, c'est qu'ils se sont amusés à essayer, à l'aide de modèles, de modéliser la répartition de la diversité en champignons en Nouvelle-Calédonie. En fait, là, ça vous représente la richesse en espèces, avec, quand vous êtes sur quelque chose de rouge, donc des points chauds, des points où il y a beaucoup de diversité, et des points beaucoup plus froids lorsque vous êtes dans du bleu. Donc ça permet également de voir que la diversité va surtout se retrouver dans certaines régions. Alors maintenant, je vais plutôt parler en fait, d'un point de vue fonctionnel, quels sont les rôles de ces différents champignons. Donc on le sait très bien, vous savez très certainement, les champignons jouent des rôles essentiels dans les cycles biogéochimiques. Alors là, l'objet, c'est pas d'expliquer ce cycle, pas du tout, simplement de prendre un exemple d'un cycle, le cycle de l'azote dans une forêt tempérée.
qu'on peut trouver par exemple en métropole, où on va constater, bon, les champignons, avec bien sûr bien évidemment les bactéries, vont intervenir à différents niveaux. Donc les décomposeurs qui vont décomposer en fait donc, tous les débris qui vont arriver au niveau du sol, les débris végétaux, qui vont être également assimilés par des champignons qui sont de type symbiotique, les ectomycorhizes, et il y a une cascade de chaînes qui se met en place, et ça met en place en fait tout ce cycle des éléments au niveau du sol et qui joue au niveau de la fertilité du sol. Alors là, je vais vous parler d'un cas particulier que moi j'apprécie beaucoup, ce sont les champignons ectomycorhiziens. Donc c'est un nom un peu barbare. Alors mycorhizien simplement, ça veut dire quoi? Mucus, c'est champignons et rhiza, racines. Donc c'est des champignons qui sont symbiotiques de plantes, qui sont associés aux racines des plantes. Donc là, vous avez un petit exemple. Vous avez la racine qui est là, du mycélium qui se met autour de la racine, donc il y a une modification de l'aspect extérieur, du ecto, et des filaments qui vont partir de ces ectomycorhizes. Alors, ce sont en fait des champignons, comme c'est une symbiose, où la plante va donner du sucre, donc des éléments carbonés aux champignons, et le champignon, en retour, va donner de l'eau, des éléments minéraux, et va assurer d'autres fonctions. Ce que l'on voit sur cette très très belle photo, très connue en fait de Smith and Reed, c'est qu'en fait, quand un champignon est associé à une plante, on a une large augmentation de la surface explorée au niveau du sol. Mais également, ces filaments vont directement jouer sur la stabilisation du sol, d'un point de vue physique, mais également par l'excrétion de certains composés, la glomaline en fait, qui est, pas pour les ectomycorhiziens par exemple, c'est pour les gloméromycètes. Bon, c'est pareil. Alors maintenant, il y a quelque chose qui est relativement intéressant au niveau des champignons ectomycorhiziens, c'est qu'ils sont capables de former un réseau dans le sol. Donc non seulement je vais avoir une plante avec beaucoup de filaments, mais ce filament va pouvoir s'interconnecter avec d'autres individus, d'autres plantes. Alors que ce soit des individus de la même espèce, donc là en fait vous avez ici un arbre adulte, là un arbre plus jeune, des filaments qui partent dans le sol, donc là vous retrouvez ces filaments avec le carpophore que vous retrouvez là, et qui vont être capables d'interconnecter les plantes. Donc ces champignons ectomycorhiziens sont capables de faire ça, mais on va retrouver sur d'autres types de champignons mycorhiziens, parce qu'en fait il y a différents types, également chez les champignons endomycorhiziens et autres. Et on pense, bien qu'il y ait débat à l'heure actuelle, qu'il y aurait des transferts de carbone qui se feraient. Donc par exemple, ça jouerait dans les dynamiques des communautés végétales, dans en fait, la sélection d'individus conspécifiques, c'est-à-dire de juvéniles qui sont issus des parents qui sont juste à côté. Donc ça aura un rôle directement, en plus, donc, dans la dynamique des communautés. Alors maintenant, après vous avoir présenté différentes fonctions, enfin juste un petit aperçu, je vais vous présenter des applications qu'on peut réaliser grâce à ces champignons. Pour ce qui est des applications, je vais me focaliser sur ce que nous on fait au sein de l'équipe. Donc par exemple au niveau de la restauration écologique. Donc là vous savez très bien, on a des substrats ultramafiques en Nouvelle-Calédonie, ça vous a été présenté avant, qui couvrent à peu près un tiers des surfaces du territoire. Ils ont des caractéristiques propres, bon, donc, ils sont riches en des fortes concentrations en métaux lourds comme le nickel, le cobalt et le chrome. Donc, ce qui fait qu'il y a une exploitation minière intense, qui vous est ici illustrée par exemple sur le massif du Copeto, sur lequel on travaille d'ailleurs, et sur le massif de Kawa. Et c'est également des sols qui sont carencés en éléments nutritifs, type NPK et calcium. En fait, nous, on va s'intéresser, dû à la particularité de ces sols-là, à aller caractériser la diversité dans ces sols et sélectionner des souches d'intérêt pour inoculer des plants plus tard, pour après les remettre sur le terrain. Alors, comment on procède? En fait, on va sur le terrain, on fait une carotte de sol, donc selon un protocole bien défini pour répondre à une question. On va caractériser la diversité qui est associée, ici fongique, on travaille également sur l'aspect bactérie, mais là je prends de fongique, par donc les nouvelles techniques dont je vous parlais tout à l'heure, donc ça s'appelle du séquençage en masse, et ça va nous permettre de savoir quelle est la diversité, premièrement, mais également qui est là. Donc là on voit espèce A, espèce B, espèce C, et potentiellement l'abondance relative entre les différentes espèces. À partir de ça, on peut, si vous voulez, mettre en place des indicateurs. En fait, on sait qu'est-ce que j'ai dans mon sol, ben, je le vois, je sais. Maintenant que j'ai ça, on va essayer d'aller sélectionner des souches qu'on va trouver naturellement dans nos sols. Et là, vous en avez deux qui sont représentées, deux souches champignons ectomycorhiziens qu'on a pu isoler, et qui correspondent à des groupes largement représentés dans ces sols-là. Et après, on est dans la phase maintenant d'inoculation de plants. Donc nous, on travaille sur différents modèles, notamment sur le chewing-gum, et on est en train d'inoculer des plants de chewing-gum, dans le cadre de travaux de thèse notamment, pour voir l'apport de ces champignons sur la croissance des plantules. L'étape d'après, ce sera d'aller sur l'expérimentation terrain. Alors, on a une autre approche, une autre application, qui est par exemple la mise en place d'indicateurs d'état des milieux, c'est-à-dire tout simplement l'état de santé des milieux. Est-ce que mon milieu il est en bonne santé ou pas du tout? Alors pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On se base d'abord sur une chronoséquence, donc on parle de sol dégradé, de sol dénudé, où il y a des feux répétitifs, un maquis ligno-herbacé, des forêts, ce qu'on appelle ici des forêts à Notophagus equilateralis, en fait c'est des forêts où la canopée est dominée par une espèce en particulier. On travaille également sur des forêts à chewing-gum,
Harry Lastrom, et des forêts mixtes, c'est-à-dire forêts mixtes où la canopée n'est pas dominée par une espèce. Donc là, on va caractériser la diversité dans des différents états, et on pourra la comparer en fait des systèmes qui ont été restaurés, ou des systèmes qui sont nus, à ces états-là, à cette séquence, en fait, à cette chronoséquence, et voir dans quelles conditions sont les milieux que l'on veut comparer. Est-ce qu'il y a quelque chose ou pas? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça fonctionne dans le sol? Tout simplement. Alors tout ça, en fait, on le fait en équipe, hein, bien sûr. Moi, je ne suis pas tout seul, donc je travaille énormément, on collabore sur presque l'ensemble de tous les projets avec Laurent Maggia, qui est juste à côté, qui est juste là, avec Kelly Letellier, qui est technicienne super dans notre équipe et qui fait beaucoup de choses, avec deux ingénieurs, Sarah et Mélanie, qui vient juste d'arriver chez nous, dans notre équipe. Également des thésards, Véronique, qui travaille justement sur l'aspect chronoséquence dont je vous ai présenté tout à l'heure, sur le métabarcoding. Julien, qui est juste là, qui travaille sur le rôle des champignons ectomycorhiziens et des traits racinaires dans la stabilisation du sol. Et toute l'équipe, Anne également, qui est juste à côté là, qui travaille sur les champignons ectomycorhiziens, également sur cette dynamique. Et les agents de l'unité Sarah, qui nous appuient énormément au niveau du terrain. Et tout ça, bien évidemment, on le fait avec des partenaires, que ce soit en local, en international, enfin, ça j'allais dire en France, on n'est pas encore indépendant, excusez-moi, en France ou en international, surtout avec l'Australie. Je vous remercie de votre attention.